Pendant toute cette période, on analyse tout ce qui peut nous servir à la manifestation de la vérité. Donc les comptes bancaires, tout ça font les portables, les ordinateurs. Tout cela donne une famille normale, qui vit, qui téléphone, qui gère ses comptes, voilà. Rien, pas de mouvement qui laisserait à penser qu'il y a eu un choix délibéré de partir, rien. Voilà, c'est arrivé, on a l'impression que c'est arrivé le 31 mai, voilà, comme ça. Au terme d'une enquête minutieuse, le pire des scénarios se profile. Les enquêteurs vont alors se demander si le bon docteur Bécaud ne serait pas à l'origine de ce terrible drame. À partir du moment où, dans nos constatations, rien ne nous permet de dire qu'il y a eu une intervention extérieure. C'est-à-dire la maison complètement verrouillée, fermée, toutes ces constatations, rapidement, nous orientent vers la scène du drame familial. Le docteur Bécaud serait donc celui qui a tué toute sa famille avant de se suicider. Or, beaucoup de questions restent sans réponse. Pourquoi le docteur a-t-il commis l'irréparable? Quelles sont les circonstances de ce drame? Et qu'a-t-il fait subir à sa famille? S'agit-il d'un acte prémédité ou d'un coup de folie? À l'Institut médico-légal, les premières conclusions vont enfin éclaircir le mystère autour du décès de toute la famille Bécaud. Et ce qu'ils ont découvert fait froid dans le dos. Il aurait tué ses enfants à coups de bûche. Ce qui va beaucoup choquer et interpeller dans cette série de crimes, c'est cette sauvagerie, parce que les enfants sont vraiment quasiment méconnaissables. On les identifie parce que bon, ils sont dans leur lit, ils sont des âges différents, ils ont de 3 à 9 ans. Et tous ont été méthodiquement, avec vigueur et énergie, tués à coups de bûche. L'incompréhension est générale. Comment cet homme, doux et aimable, a-t-il pu tuer femmes et enfants avec une telle sauvagerie? Pourquoi avoir utilisé ces armes-là, armes blanches, bûches, pour mettre fin au jour de ses proches? On ne peut pas imaginer, quand on est habitant de Pouzauges ou de Montournai, et qu'on connaît M. Bécaud, qu'il ait pu se livrer à un tel carnage sur les membres de sa famille. Quand on compare la façon dont il parle de ses enfants et la façon dont les enfants ont été massacrés, voilà, c'est complètement affreux. On n'arrive pas à imaginer qu'il puisse avoir fait ça. Horreur suprême, les conclusions des légistes révèlent aussi que sa femme s'est réveillée en plein carnage. Dans leur chambre, il y a quelques signes d'une lutte. Un vase brisé, il me semble, du désordre, et puis des blessures, alors ce qu'on appelle des blessures de défense, sur le corps de Sylvie Bécaud, probablement aux mains ou choses comme ça, qui prouvent qu'elle a essayé de parer les coups. Et pour la totalité des patients du docteur, les détails de cette tuerie sèment l'effroi. Quand même 12 coups de couteau sur sa femme. C'est énorme, quoi. C'est de l'acharnement. C'est même pas un, c'est les coups de bûche sur la tête des enfants. Il faut quand même le faire. Hein. Contre toute vraisemblance, après avoir tué son épouse de 12 coups de couteau et massacré ses enfants avec une bûche, le docteur a pris le temps de se changer avant de se pendre au beau milieu de son salon. Ce qui est surprenant, c'est qu'effectivement, il va se changer de vêtements avant de se suicider. On retrouve des vêtements souillés de sang dans la maison. Mais une question est sur toutes les lèvres. Pourquoi le docteur Bécaud s'en est-il pris aux personnes qu'il chérissait le plus au monde? Comment cet homme calme et posé en est-il arrivé là?
Pour expliquer les raisons de ce drame familial, les enquêteurs vont s'attacher à des lettres et différents papiers qui fumaient dans la cheminée lors de la découverte des corps. Les gendarmes envoient tous ces résidus de papier à leur laboratoire ultra moderne qui a tous les outils les plus pointus en matière d'examen de preuves, mais ça n'a rien donné. Je crois qu'ils étaient très, voire peut-être trop abîmés, trop brûlés pour délivrer un début de vérité. En tout cas, on n'a pas eu les informations qui permettraient de dire, je ne sais pas, que M. Bécaud avait l'intention peut-être de commettre quelque chose d'irrémédiable ou qu'il avait des idées suicidaires. Personne ne saura si Emmanuel avait tenté d'expliquer son geste par écrit. Il faut continuer à chercher. Tous savent que le docteur Bécaud se rend extrêmement disponible pour ses patients et qu'il ne compte pas ses heures. La thèse du surmenage fait donc son apparition. De 8h à 21h, voilà quelqu'un qui avait des journées bien remplies, quoi. En nombre de clients, je crois savoir qu'il en faisait plus de 50 par jour. 50 par jour, c'est folie, la folie. Certainement que ça, c'était un de ces drames. Pour ne pas dire son drame. Et c'est bien le problème, car le cabinet médical de Montournay ne désemplit pas. Et les journées du docteur sont plus que chargées. Il ne sait pas dire non. C'est-à-dire, quand quelqu'un appelle, il prend en sachant que ça va empiéter sur son temps de repos, certainement, oui, de toute façon. Il avait ses consultations et puis les visites à domicile. Donc c'est vrai que c'était des longues journées, hein. Il était de bonne heure sur la route et puis il enchaînait les consultations les unes après les autres, hein, sans beaucoup de pauses. Mais voilà, même si l'emploi du temps du docteur prouve qu'il travaille à un rythme soutenu, rien ne peut pour autant justifier l'atrocité de ses actes. Le seul élément qui est sorti, qui est assez évasif, assez flou, c'est l'évocation d'un surmenage, d'un épuisement. Alors, est-ce que ça peut pousser un peu comme un zombie, à aller tuer méthodiquement ses propres enfants et sa propre épouse avec une bûche je sais pas. S'il y a simplement un surmenage, à un moment donné, on peut lever le pied aussi et puis, je sais pas, dire à son patron, bon là, il était son propre patron, c'est plus compliqué. Mais voilà, on peut faire quelque chose. Mais c'est pour ça que je ne crois pas trop à la seule version du seul surmenage. Et c'est parce qu'il travaille trop et qu'il se sent fatigué que les journalistes s'intéressent à un détail troublant. L'antidépresseur que s'était auto-prescrit le docteur quelques jours avant le drame. Il y a une précision qui est venue un peu après, c'est le fait que le docteur Bécaud ait commencé peu de temps avant les faits à s'administrer de la sertraline, qui est donc une molécule antidépresseur, à la fois antidépresseur anxiolytique, c'est toujours dépendant du dosage. C'est une piste intéressante et c'est peut-être finalement la plus intéressante. Une molécule qui malheureusement a déjà été incriminée sur d'autres drames de ce genre. Il y a une affaire donc, dans le Wyoming d'un homme qui tout d'un coup a tué son épouse et ses deux enfants, je crois, sous l'emprise apparemment de cette molécule. En tout cas, c'est ce qu'a reconnu un tribunal du Wyoming en 2001, en expliquant très précisément que dans ce drame, l'auteur était responsable à 20% et le laboratoire à 80%. Là, voilà, c'est clair, selon ce tribunal, la sertraline est responsable à 80% d'un triple meurtre. Bien que mise en cause dans d'autres pays, jamais un tribunal français n'a clairement mis en relation la prise de cette molécule et le passage à l'acte dans un tel meurtre.
On sait que certains d'entre eux ont des effets secondaires, qu'ils peuvent déclencher des idées suicidaires et des passages à l'acte d'une particulière violence, voire même barbare. Est-ce que ces médicaments ont pu favoriser et faciliter ce passage à l'acte? La question reste posée. On n'a pas la réponse. Les familles penseront pas à les réponses au jour d'aujourd'hui. Mais ça reste là aussi un mystère entier. Une thèse qui apaise en partie les proches de la famille et donne un début d'explication à l'inexplicable. Ça m'arrange de penser que cet antidépresseur a conduit à l'irréparable. Ça me laisse un souvenir apaisé de cette famille qui était vraiment très unie, et que je respecte énormément. Le docteur a-t-il été victime de cette molécule aux effets secondaires terribles? La prise de cet anxiolytique peut-elle expliquer qu'un père de famille, doux et calme, massacre toute sa famille? Malgré la piste de cet antidépresseur, aux effets secondaires rares mais redoutables, l'enquête, faute de nouveaux éléments, va prendre fin. On est arrivé au bout. On va commencer à revenir sur le début, pas à tourner en rond, c'est pas le terme, mais à rester sur la même notion de drame familial. À un moment donné, on arrête. C'est pas la peine. On n'a aucun élément qui nous permette de dire on peut aller chercher ailleurs, on peut trouver une autre raison, on peut trouver des raisons. À un moment donné, on arrête. Le magistrat dit bon voilà, on classe cette affaire. Comme malheureusement, comme beaucoup de drames familiaux arrivent en France régulièrement. Et à la demande des familles, l'affaire est classée. Et les deux familles participantes n'ont pas forcément très envie d'ailleurs de connaître la raison, puisque cette affaire sera classée à leur demande. Ils ne se portent pas partie civile, ils n'essayent pas de faire en sorte que l'enquête aille à son terme, c'est-à-dire son terme soit capable de donner une explication. Non, ils veulent mettre ça sous le boisseau, c'est leur droit le plus strict. Les années ont passé et ce drame reste dans toutes les mémoires. À ce jour, les raisons qui ont poussé le gentil médecin du pays à commettre l'innommable restent un mystère. J'ai pleuré mon médecin, j'ai pleuré cette famille que j'aimais. Il avait l'âge de mes enfants, hein. Oui, ça fait quelque chose, quoi. Et je pensais à leurs parents, d'un côté comme de l'autre, ils sont de mon âge. Non, je les pleurais, vraiment, vraiment. Je dirais qu'après, on essaie d'oublier, de plus en parler, parce que voilà, ça paraît tellement incompréhensible. Voilà, c'est vrai que c'est tellement atroce que je vois pas le docteur Bécaud faisant ça. Voilà. C'est donc avec pudeur et tristesse que la région tente de tourner la page et d'oublier la fin tragique de Sylvie, Juliette, Arthur, Noé, Éloi et du docteur Bécaud.